Avant d'ouvrir la discussion, et grâce à mon biais de leadership, je vais reprendre un tout petit peu la parole pour conclure et pour apporter quelques pistes afin d'ouvrir la discussion tous ensemble. Donc, pour revenir sur les différents intervenants, bien sûr, ce qui nous intéresse ici, puisque nous sommes à l'académie, c'est rechercher quelles sont les applications possibles issues de vos mondes différents, mais pas que. Il faut aussi voir un tout petit peu plus philosophiquement ou managérialement. Comme tu l'as dit, Didier, nous avons beaucoup appris du monde de l'aviation. La principale chose que nous avons, c'est la checklist et le REDEX. Mais le parallélisme entre le poste de pilotage et le bloc opératoire n'est pas exactement le même. Pourquoi? D'abord parce que les patients sont beaucoup moins prévisibles que les avions. L'équipe médicale n'est pas directement physiquement impliquée, c'est-à-dire que quand vous allez par terre, tout le monde meurt et en général l'avion tombe comme ça, donc vous les premiers, alors que nous, le malade peut mourir en général, on est chez nous le soir. D'autre part, le personnel n'a pas été sélectionné, comme tu l'as montré, en fonction de ses capacités à travailler en équipe, ni en fonction de sa résistance au stress, mais sur d'autres critères, en tout cas aujourd'hui. D'autre part, les sujets d'inquiétude et les moments de stress ne sont pas identiques ni synchrones entre les anesthésistes, les ibodes et les chirurgiens, ce qui peut créer des tensions. Et aussi, tu l'as souligné implicitement, la culture médicale traditionnelle repose sur un individualisme très marqué depuis notre jeune âge et une grande compétitivité sur la performance individuelle. Et donc la notion de teamwork est totalement inconnue, quasiment, du monde de la médecine. Ces éléments de biais cognitifs et tout cela, bien sûr, ça concerne le secteur de soins, mais plusieurs articles ont été publiés. C'est pour ça que je voulais avoir un partage d'horizons différents. Ça a été publié dans les armées, ça a été publié dans le monde de l'économie, en particulier de nombreux articles de la Harvard Business Review. Et on a plusieurs chose qui m'ont intéressé, c'est que, comme l'avait dit Patton, il est préférable de développer le commandement par intention, c'est-à-dire qu'au lieu d'assommer les équipes de directives, il est préférable de donner un cap et de définir les limites, comme tu l'as bien montré avec ton petit carré, et de laisser les équipes faire, parce que l'intention, ça donne un espace d'autonomie, tout en ayant une bordure, tout en donnant un sens commun à l'action, et pour leur donner les meilleures solutions locales, adaptées à la situation. Grosso modo, il faut se souvenir que tous les chemins mènent à Rome. Préparer les organisations à la possibilité de la défaillance, et l'effort doit se concentrer sur la capacité à se reconfigurer plutôt qu'à prévoir avec un dogme. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les coins du domaine, de la même façon qu'un pilote connaît les terrains de déroutement, s'il y a un événement à bord ou un événement extérieur qui fait qu'il ne peut pas atteindre son objectif. Il choisira un aéroport dont il connaît les caractéristiques. Et il faut donc revoir aussi en profondeur notre rapport au risque, avec un changement profond d'état d'esprit pour nos sociétés médicales. Il faut probablement passer à une culture de la culture du fail-safe, c'est-à-dire que la techno, la norme, les procédures, etc., on nous permet de plus avoir jamais d'événements indésirables, à une culture du safe to fail, c'est-à-dire une culture résiliente et adaptatrice si un risque survient. Pour cela, il existe plusieurs parades aux différentes erreurs, aux erreurs, pardon. On l'a dit, hein, les algorithmes de panne, les checklists, la stratégie préalable. Il faut connaître les erreurs cognitives qui peuvent survenir dans ces conditions très particulières. Et effectivement, la performance dans une situation de crise est fonction de l'expérience qu'on en a. C'est pour ça que le simulateur est un moyen efficace de s'entraîner, d'acquérir des réflexes qui vont permettre déjà d'aller dans le S1 et laisser un peu de temps pour le S2. Les pilotes passent au simulateur tous les mois. Ça n'existe pas encore, ou très peu, en pratique chirurgicale. Et enfin, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Une équipe, c'est une unité fonctionnelle dont la performance est toujours supérieure à la somme de chacun des membres. Ça permet l'analyse d'une situation et l'imagination de tous les acteurs de l'équipe va pouvoir nous permettre d'établir un plan d'action, de déterminer un team leader qui, dans notre univers, n'est pas nécessairement le chirurgien, qui doit continuer à opérer, mais ça peut être l'anesthésiste, voire même l'IAD, voire même l'IBOD, culture. Et un incident doit faire l'objet d'un débriefing, c'est-à-dire d'un rapport qui permettra d'améliorer la sécurité pour les événements N plus 1,
on a vu que la qualité de la communication et le respect étaient le pivot central du fonctionnement, car encore une fois, une équipe est beaucoup plus performante qu'un individu isolé. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié ce partage d'informations. Si vous avez bien sûr des questions pour les différents interlocuteurs, pour moi-même ou pour la salle, ou nous raconter votre expérience, vos expériences auxquelles vous avez peut-être été soumis, nous sommes à votre écoute.